Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2026. Il est 8h30 sur Canal Algérie. Nous allons vous accompagner comme chaque matin jusqu'à 9h30. Et aujourd'hui, exceptionnellement, Ahmed me fait l'honneur de m'accompagner pour le sommaire. Bonjour Ahmed. Bonjour. C'est la première fois que ça se fait, je crois, depuis qu'on travaille ensemble. Je pense. Que tu m'accompagnes pour le sommaire. Exactement. Ça va? Ça va, ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, vous l'auriez compris, il sera parmi nous comme chaque samedi. Aujourd'hui, on va revenir sur le parcours d'un érudit. Oui, exactement. Érudit, il y a plusieurs casquettes finalement. Exactement. Je te laisse faire le sommaire. Pour ta rubrique. Exactement. Il était temps qu'on revienne. On lui a rendu hommage au moment de son décès, Rabbi yarhamou. Bien sûr, vous l'avez peut-être reconnu, professeur Saïd Chiban. Et là, avec un peu de recul, donc on revient sur un parcours très intéressant et très... Très prolifique. Exactement, très prolifique, à plusieurs casquettes. Et Saïd Chiban aussi, c'est un enfant de la télévision, puisqu'il nous a accompagnés pendant de longues années dans son émission Avis religieux, là où il donnait justement beaucoup d'explications très simplifiées finalement de la religion. Alors, et on nous parlera également, alors c'est le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, bien entendu, c'est un mois fédérateur, c'est un mois festif aussi, particulièrement pour les enfants, les petits garçons particulièrement, parce que les aussi, ce sont deux dates qui sont très attendues par les familles pour vivre un moment exceptionnel qui est la circoncision. Ahmed, la circoncision, on la retrouve très souvent le mois de Ramadan. Ça se fait tout au long de l'année. 80% des Algériens ont été circoncis pendant Ramadan. Pendant Ramadan, effectivement. Alors la circoncision pendant Ramadan, c'est vrai que c'est un moment très festif, mais il y a quand même des recommandations à prendre en considération, à prendre en charge, particulièrement pour la santé de nos petits garçons. Donc une docteure sera parmi nous pour nous éclairer davantage sur la prise en charge et la circoncision donc des petits garçons. Nous parlerons également ce matin d'un événement de charité. Ce sera donc un défilé de mode qui sera organisé par une association. Vous allez voir, c'est une association qui regroupe finalement des jeunes de 16 à 18 ans. Alors ils sont très jeunes, ils sont déjà à leur 3e édition. C'est très intéressant. Donc un défilé de mode au profit donc, des personnes nécessiteuses. Amina Ziri sera parmi nous ce matin. Elle va s'intéresser à l'histoire donc de l'un des plats algérois. Il s'agit donc de tagine algérien, pas spécialement algérois, mais c'est un plat algérien qu'on retrouve dans quelques régions d'Algérie. Il s'agit de tagine al-kham. Et cette fois-ci, elle va recevoir une invitée, une habituée de Bonjour d'Algérie. Donc il s'agit du docteur Abdelwahab, qui est sénologue, qu'on reçoit très souvent. Elle est docteure, donc elle prend en charge les femmes particulièrement en stade de cancer, mais aussi elle est cordon bleu et elle va nous parler donc de ce plat. Voilà pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, Ahmed, alors on va commencer directement avec toi et on va revenir sur le parcours de Saïd Chiban qui nous a quittés depuis déjà 3 ans. 3 ans. Ça passe très vite hein, et ce sera juste après cela. Saïd Chiban pour aujourd'hui, alors pourquoi Saïd Chiban? C'était une question que je t'avais posée tout à l'heure et je te la repose quand même maintenant. Il n'y a pas de problème. En fait, on devait le faire juste après Si Mahmoud Arwa Allah yarhamou, parce que c'était dans la lignée, donc l'un rappelle l'autre, on les a vus ensemble se côtoyer, donc pour moi c'était tout à fait normal. Entre-temps, il y a eu le petit passage sur la célébration de la Casbah d'Alger. Maintenant, on revient. Si Saïd Chiban, professeur Saïd Chiban, c'était l'un des sages de l'Algérie. C'est un homme avec une personnalité très spéciale. Il était très calme, il était très sage. Il avait très à l'écoute. Exactement. Mais avec une expérience qu'il n'hésitait pas à partager sur tous les plans. Et puis c'est un homme qui, il a assez vécu, il avait 97 ans. Donc, et c'est des années où il a cumulé une hikma, une sagesse, incommensurable. Et c'est un parcours aussi très intéressant et très inspirant. Je cherchais le mot, je m'excuse tout à l'heure. C'est un parcours très inspirant. Donc c'est un gars qui a été à tous les rendez-vous.
Il a fait sa formation déjà dans son village, puis il a fait le lycée. Déjà au lycée, il a fait plusieurs lycées et vu les conditions là, de la guerre 39-45, les conditions de l'occupation française. Donc il est parti terminer ses études secondaires au lycée de Meliana, parce que c'était peut-être le seul lycée qui acceptait les Algériens. Donc tout ça, puis il est parti à Strasbourg faire son doctorat, rattrapé par la Révolution. Donc il est dans les réseaux de la Révolution, il est dans la création de l'Union des étudiants algériens. Donc il était dans tous les rendez-vous. Et puis à l'indépendance, il revient. Et entre-temps, il a connu les grands noms du mouvement national, entre autres Hussein Aït Ahmed, et puis Reda Malek et toute la compagnie. Et là, on voit sa photo, tu me diras qu'il est très beau. Je ne vais pas hésiter à le dire. Comme toute personne de sa génération. Exactement, en fait, quand je dis ils sont très beaux, ils dégagent un charisme très particulier. Déjà. Et on voit le sérieux parce que j'avais lu une fois un Français qui disait que les bébés algériens, enfin, ils naissent adultes. Les enfants algériens naissent adultes parce qu'ils sont tout de suite confrontés aux affres du colonialisme. Là, c'est la Ça fait rappeler aussi les enfants palestiniens. Exactement. Ahmed, c'est ce qu'on dit aussi, les enfants palestiniens, quand ils naissent adultes. Et on est dans l'adversité, on est dans la contrainte, c'est tout à fait non. Là, c'est la fois, on l'a reçu à l'Observatoire, donc on le voit au milieu, il a fait une très belle intervention à l'époque, on le voit. Donc je me souviens la fois où je suis parti l'inviter, je l'avais croisé dans un événement, je suis parti le voir. Professeur, voilà, je me suis présenté, je voudrais vous inviter à nous donner une intervention à l'Observatoire d'Alger. Il me fait, il ne faut pas m'inviter. Je dis, mais je m'excuse, j'étais comme ça. Il dit, non, il faut me convoquer. Il faut me convoquer. Exactement. Oui. Il trouve toujours un vocabulaire très particulier. Et après ça montre aussi l'engagement. Exactement. Ça montre l'engagement dans le travail, l'engagement dans la propagation du savoir. Donc finalement, il s'est donné une mission de vie. Exactement. Donc il était dans la médecine, et il était dans l'enseignement de la médecine, il était dans la gestion et l'administration de la médecine parce qu'il a été chef de service, etc. Et puis il est rentré dans les hautes sphères de l'administration nationale, il a été ministre des Affaires religieuses, donc pour dire que la culture qu'il avait, l'étendue de la culture qu'il avait, il maîtrisait en fait plusieurs langues, donc il parlait bien sûr l'arabe, le français, et puis le latin et l'allemand, donc, et quelques rudiments d'anglais aussi. Donc, aussi. Bien sûr, oui, mais pour les langues exactement, le berbère, il a appris, donc c'est parce qu'il est né à Charfa, dans la région de Bouéra, c'est naturel, donc c'est la langue maternelle. Mais en fait, apprendre l'allemand aussi, c'est pas quelque chose. Et voilà, donc, et il s'est aussi intéressé à la traduction, parce qu'il a travaillé dans un grand projet de traduction, et il a été avec Dr Arwa et professeur Ahmed Arwa et Dr Benhbilis dans la création de l'Association algérienne d'histoire de la médecine. Donc, ils ont commencé le travail, ils ont organisé des colloques sur ça, et ils ont même publié une revue. Je ne l'ai pas vue, et ça, je me sens un peu frustré. le numéro 0 est sorti, je crois, en 2004. Mais je ne l'ai jamais eu entre les mains. Apparemment, il y a des articles très intéressants et ça m'intéresse de les voir. Un appel à nos téléspectateurs. Pour ceux qui ont des copies, exactement. Et là, c'est un travail qui a été publié la première édition, il a été publié en Suisse avec Dr Khiyat. C'est un projet qu'ils ont initié en Syrie, enfin entre Irakiens et Syriens, il n'a pas hésité à les rejoindre. C'était pas un projet de l'OMS, non? Je ne sais pas, peut-être que ça a été. C'est en fait. C'est un dictionnaire. C'est un dictionnaire trilingue, arabe, français, anglais. Donc, il s'est tout de suite, dès qu'il a appris qu'il avait ce projet, donc il s'est tout de suite engagé. Donc, il a travaillé avec eux. Ils ont même organisé une réunion ici à Alger. Donc, on voit la liste des auteurs. Donc, on a Al-Nouti, Ben Chougroun, Chiban, Al-Bedri, donc tous les noms. Donc il était tout de suite là, donc c'est un bonhomme très intéressant aussi. Donc au moment où on lui a proposé le poste de ministre des Affaires religieuses, il accepte à une condition.
qu'on le laisse travailler, continuer à travailler dans son service. Donc, il avait un engagement avec ses patients, donc il ne voulait jamais se déconnecter ou se détacher de son travail de médecine. Donc, il l'a fait, il a toujours travaillé en parallèle. Un engagement inconditionnel. Exactement. Donc, pour l'histoire des sciences, il s'est intéressé bien sûr, il est ophtalmologue, il s'est intéressé au phénomène de la vision et il a étudié le travail d'Ibn Haytham sur la question. Il a aussi travaillé sur le Rafiqi, il a participé à la traduction d'un des travaux d'Ibn Sina, d'Ibn Rushd. Et voilà, donc c'était un bonhomme et surtout la traduction, parce que d'après ce que j'ai vu, donc les gens qui ont par la suite parlé de lui, donc il maîtrisait la traduction sans être traducteur. Donc vraiment, il connaissait très bien le vocabulaire, que ce soit en arabe, en français, surtout, donc ou même parce qu'il a appris l'allemand aussi. Donc et c'est une école qui à un certain moment a beaucoup travaillé sur l'histoire des sciences musulmanes, donc il a profité et tout ça, donc c'est ça, Saïd Chiban, donc c'est une expertise. Donc par la suite, on va continuer à découvrir, parce que la grande personnalité de Saïd Chiban, c'est aussi sa bibliothèque. Oui. Donc que tu as visité, je crois. Non, pas encore. C'est un temple que j'ai pas encore eu l'honneur de pénétrer. J'espère. Juste pour voir, parce que ça reflète la personnalité du bonhomme. Donc, quand on rentre dans une bibliothèque, et c'était un homme qui lisait tout le temps. Donc, une fois, il m'a demandé, il a su que j'avais un livre, il m'a demandé est-ce qu'il se vend. Je lui ai ramené. Il me dit je te paie, je vais tout dire de toute façon. Oui. je vais te donner ton argent. Je lui ai dit quand même, c'est rien du tout. Il me dit je prends pas. Là, il te met devant le fait accompli. Exactement, je ne prends pas. Il n'a pas accepté. Je lui dis quand même, je ne prends pas, tout simplement. Donc j'ai dû accepter qu'il me donne l'argent pour qu'il prenne le livre. Et c'était un livre d'épistémologie. D'accord. Exactement. Donc il s'intéressait à tout. Et c'était un spécialiste de tout ce qu'il a fait. Donc il maîtrisait, mais vraiment, il était impressionnant. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne trouve pas les mots finalement. Et puis il y a l'émission aussi qu'ils ont ici à la télévision, à Canal Algérie, sur l'exégèse du Coran. Oui. Donc il a travaillé avec professeur Talbir Bihafdo, avec Si Mahfoud Smati, avec Siad Louhab Hamoudar Birhamam. Donc pendant des années, ils ont fait l'exégèse du Coran. Et il le dit, donc ils se réunissaient 3 fois, chez lui à la maison, et à la dernière, donc ils viennent enregistrer. Donc ils ont commencé par la vie du prophète alayhi salatu salam, par les sciences du Coran, etc., l'histoire un peu, et puis ils ont commencé l'exégèse, et ils ont fait un parcours assez important, parce qu'ils sont arrivés à Sourate An-Nur. Donc c'est vraiment une toute petite partie qui est restée à la fin, qui n'ont pas réussi à terminer. Je ne sais pas dans quelles conditions. Je pense que c'est peut-être le décès de Siad Louhab Hamouda ou quelque chose comme ça qui a arrêté le projet, mais c'était quand même quelque chose de très important. Parce que c'est des gens qui ont su garder tous les éléments de leur identité. Donc, ils sont intéressés à la modernité, ils sont intéressés aux langues étrangères. Donc, ils ont appris, ils ont maîtrisé le français, malgré que c'était la langue du colonisateur. Mais ils ont gardé leur identité, l'authenticité de leur personnalité et tous les éléments de l'identité algérienne, que ce soit la mazirité, l'arabité, l'islam, et puis l'histoire de l'Algérie, tout ça. Donc, ils l'ont gardé en eux. C'est ça, c'est pour ça qu'ils sont très intéressants. C'est pour ça qu'ils ils l'ont gardé, ils l'ont transmis. Exactement. Et sur le plan humain, sur le plan médical, paraît-il, après l'indépendance, il a été, je ne me rappelle plus dans lequel des hôpitaux, mais il a été pratiquement le seul à tenir un service d'ophtalmologie. Il a commencé à Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, voilà. Il y a travaillé pendant 6-7 ans, parce qu'il devait assurer la continuité de l'hôpital. Et puis, tout de suite après l'indépendance, il a présidé la mission algérienne au Niger. Donc il y a eu quelques problèmes de santé là-bas pour des raisons un peu particulières. Donc il est parti à présider la mission algérienne d'aide de soins aux réfugiés nigériens qui étaient peut-être au sud de l'Algérie ou à la frontière. Donc, un véritable érudit en tout cas. On le cherche, on le trouve, c'est ça. Effectivement. Et il a fait le scoutisme aussi, il a fait le théâtre aussi.
Effectivement. En tout cas, on rappelle qu'il nous a quittés il y a 3 ans, à l'âge de 97 ans. Exactement. Laissant quand même un travail fabuleux. On peut toujours consulter des témoignages également. En tout cas, merci beaucoup Ahmed d'être revenu sur le parcours de Saïd Hichem. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre belle rencontre. Voilà. Et on continue cette fois-ci. Nous allons nous intéresser à la prévention particulièrement. Vous savez, durant le mois de Ramadan et tout au long de l'année aussi, il y a beaucoup d'accidents desquels on ne parle pas souvent. Il s'agit des accidents domestiques. Alors comment les prévenir, comment les prendre en charge? C'est dans ce reportage et on se retrouve juste après. Chaque année, des milliers de familles sont confrontées à des drames silencieux, les accidents domestiques. Brûlures, chutes, intoxications ou encore asphyxie. Des incidents qui surviennent souvent à la maison et touchent particulièrement les enfants. C'est les accidents domestiques et aussi les accidents de la route. C'est les deux risques qui sont les plus fréquents. On insiste sur les recommandations, sur les conseils préventifs donnés par nos services au profit des citoyens pour éviter des accidents. Des accidents qui peuvent parfois provoquer des blessures graves nécessitant une prise en charge médicale spécialisée. À l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda, les équipes médicales accueillent régulièrement des patients victimes de brûlures domestiques, certaines nécessitant des soins lourds avec des interventions de chirurgie réparatrice. Un brûlé, le danger chez lui, c'est l'hypovolémie. Il perd énormément de soluté. Donc si on ne le réanime pas, il risque de mourir. Et chez les enfants, c'est encore plus dramatique. Donc un enfant brûlé à 5% de la surface dans des zones bien particulières peut poser des problèmes vitaux. Les médecins rappellent que la plupart de ces accidents peuvent être évités grâce à quelques gestes simples. Rester vigilant en cuisine, éloigner les enfants des sources de chaleur et manipuler avec précaution les liquides chauds. En parlant des statistiques qu'on vient de recevoir, la première quinzaine du mois de Ramadan sacré, alors on a reçu pour les enfants presque 200 victimes par brûlure, pour les femmes 165 et pour les hommes on est arrivé à presque 100. Quelles sont les précautions à prendre? La plupart du temps quand on se brûle, le premier geste à faire, et c'est le primordial et c'est lui le plus important, c'est refroidir le membre brûlé, le prendre dans une serviette propre et partir vers le secteur sanitaire le plus proche. Derrière ces situations, il y a aussi des histoires humaines marquées par la douleur et un long parcours de soins. J'étais avec maman qui faisait de la galette et puis je ne sais pas comment, mais la bouteille de gaz a explosé. Mon fils est atteint d'autisme. L'accident s'est déroulé au milieu de la nuit. Il est entré dans la cuisine et a allumé le feu. Ses vêtements se sont enflammés. Autant de témoignages qui rappellent l'importance de la prévention pour vivre le mois de Ramadan en toute sécurité. Et voilà, c'est donc les accidents domestiques, ça arrive très très rapidement, donc on appelle encore une fois à vigilance. Comme je vous le disais au sommaire, donc le mois de Ramadan c'est aussi un mois festif et donc nous allons parler de circoncision puisque c'est un mois où beaucoup de familles choisissent donc la circoncision de leurs enfants en cette période et nous allons en parler ce matin en compagnie donc de notre invité professeur Iman Boumsaad. Bonjour, marhaba bik. Bonjour. Ramadan Moubarak. Bonjour. Donc je souhaite Ramadan Moubarak à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Je tiens aussi à vous remercier pour votre invitation. Et je vous remercie également pour l'intérêt que vous portez à la sensibilisation médicale. Alors on rappelle, vous êtes chef d'unité des urgences chirurgicales au niveau donc, du CHE Nafissa Hamoud. Vous êtes très élégante. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors on a l'habitude de voir les médecins généralement en blouse blanche, là on vous voit en traditionnel. Oui, c'est l'occasion, c'est le mois de Ramadan. Voilà, effectivement. Alors justement, professeur Boumsaad, lorsqu'il s'agit de circoncision, généralement les familles choisissent le mois de Ramadan. Ça reste quand même un mois très particulier, un mois fédérateur, un mois de piété, spiritualité. Et donc les familles choisissent le mois de Ramadan et généralement ça vous fait beaucoup de charges, vous, à votre niveau. Alors justement, la circoncision, elle ne s'improvise pas, elle doit se préparer bien à l'avance, n'est-ce pas? Expliquez-nous un petit peu ce postulat. D'accord, ok. Donc je vais d'abord commencer par expliquer aux téléspectateurs c'est quoi exactement la circoncision.
Donc la circoncision, c'est quoi? C'est un acte chirurgical, ça reste une chirurgie, et qui consiste à faire, c'est-à-dire à supprimer l'extrémité de la peau, le prépuce, qui couvre l'extrémité de la verge. Donc c'est ça l'acte chirurgical en lui-même. Donc cette circoncision, elle se fait par un chirurgien, quel que soit son créneau, et elle doit être faite également dans un milieu médicalisé, sous assistance médicale. Voilà. Elle ne s'improvise pas, comme on le disait. Voilà, il faut la programmer, ça reste quand même une chirurgie à ne pas banaliser. Donc cette circoncision, elle a plusieurs aspects, c'est-à-dire plusieurs intérêts. Donc comme vous avez déjà dit, elle a un intérêt religieux, culturel. C'est une culture dans notre société. Sur le plan religieux, ça reste, c'est-à-dire une pratique prothétique de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et en général, les Algériens et tout, c'est-à-dire le monde musulman, préfèrent la faire au mois de Ramadan. Donc, ça reste un truc spirituel, c'est-à-dire une purification corporelle. Donc voilà. Mais par contre, cette circoncision, c'est-à-dire pour la faire, il faut la préparer. Ça reste une chirurgie qu'il faut la préparer. On ne vient pas à la dernière minute Voilà. se dire voilà, le garçon, on va lui faire la circoncision, mais il y a quand même des étapes à suivre avant. Exactement. Donc, je vais insister surtout sur la consultation qu'on doit faire avant la circoncision. Chose qu'on ne pratique pas courant, mais ça reste quand même important et indispensable. Pourquoi? C'est-à-dire l'enfant, les parents avec l'enfant, ils consultent chez le chirurgien qui va pratiquer la circoncision. Et là, le chirurgien, il va d'abord commencer par interroger les parents et l'enfant. S'il y a par exemple un problème d'allergie par rapport aux produits d'anesthésie, s'il y a c'est-à-dire des uropathies, des malformations, s'il y a des malformations qui peuvent par exemple les détecter en faisant l'examen clinique, s'il y a des antécédents de maladies, de problèmes de coagulation par exemple. Donc il va expliquer aux parents toutes les étapes de la circoncision, le déroulement de la circoncision, et il va examiner également cet enfant. Donc en faisant l'examen, il peut découvrir par exemple d'autres malformations. Il y a par exemple des malformations, à titre d'exemple l'hypospadiase chez l'enfant. Là, le méa, c'est-à-dire il n'est pas bien situé, il n'est pas apical. Et là, carrément, la circoncision, elle sera reportée. Il y aura une chirurgie carrément, une chirurgie qui est délicate. Et là, la circoncision, on va la faire soit pendant la chirurgie, cette chirurgie, soit après. On peut également détecter, par exemple, chez l'enfant. Ça dépend des cas. Oui. En tout cas, ça ne sera pas une circoncision d'emblée. Oui. Il n'y aura pas le programme de la circoncision, il sera annulé. Donc, ça sera une chirurgie. Il y a des cas, par exemple, où l'enfant il a une ectopie ou une hernie associée. Et là, en général, on programme la circoncision avec cette chirurgie pour ne pas traumatiser l'enfant, par exemple, à deux reprises. Doublement, voilà. Le médecin, s'il consulte, il va ramener en général un bilan. Ce bilan, il va nous détecter, c'est-à-dire on peut détecter des problèmes de coagulation sur ce bilan et on doit par exemple préparer parfois le malade. S'il a une anémie par exemple, on le met sous traitement avant, pendant et après la circoncision par exemple. D'où l'intérêt, c'est-à-dire de faire cette consultation que je trouve qu'elle est très importante. Et justement docteur, qu'en est-il des garçons, des enfants qui sont en situation de handicap ou les enfants autistes par exemple? Aussi là c'est une préparation autre que les autres enfants. Oui, c'est-à-dire pour ces enfants, en général, la préparation d'abord elle est psychologique. Déjà pour tous les enfants, il faut expliquer aux enfants c'est quoi. S'il s'agit de grands enfants, par exemple 4 ans, 5 ans, c'est-à-dire des enfants qui comprennent tout ça. C'est-à-dire il faut expliquer l'acte qu'on va réaliser. Il faut prévoir par exemple une anesthésie pour des malades qui ont des handicaps, prévoir une anesthésie, une sédation pour qu'il n'y aura pas le traumatisme psychologique par exemple. Expliquer et prévoir une anesthésie, voire même une sédation, c'est-à-dire pour traverser cette période sans garder le souvenir, le traumatisme psychologique. Voilà, alors ça donc avant la circoncision, pendant la circoncision aussi, donc on rappelle que ça se fait dans un milieu médical et non pas à la maison de façon improvisée, anarchique, et beaucoup de monde aussi avec beaucoup de personnes curieuses. Mais sinon, le jour de la circoncision, après la circoncision aussi, il y a toute une prise en charge de l'enfant. Oui. C'est un acte chirurgical, donc il y a toute une prise en charge. Il faut le surveiller, Donc, c'est-à-dire déjà pour la circoncision, donc c'est-à-dire on reçoit le malade. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Par exemple, si on a un enfant qui est des petits enfants, par exemple un nourrisson, là on peut faire une anesthésie locale, par exemple. On fait notre anesthésie, on fait notre acte. C'est-à-dire, et par la suite, c'est-à-dire le malade il doit être surveillé par les parents.
Donc d'où l'intérêt c'est-à-dire de la disponibilité des parents. Ils doivent être disponibles pour surveiller leur enfant, surtout les premières 24 heures. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Il y aura par la suite, c'est-à-dire le malade peut être mis sous traitement, par exemple, antibiotiques, ça dépend des conditions, d'asepsie, etc. Donc, il y aura par exemple des pommades cicatrisantes, il y aura tout ça sur ordonnance. Et à la maison, les parents doivent surveiller, surtout, c'est-à-dire les premières 24 heures, l'hémorragie, s'il y a une hémorragie. Donc, par exemple, chez un nourrisson, donc ils doivent revoir la couche à plusieurs reprises pour voir s'il y a une hémorragie ou pas. Le moindre problème, ils doivent reconsulter, c'est-à-dire à l'hôpital, chez le chirurgien qui a exercé cet acte. Donc, la responsabilité des parents, elle est très importante juste après la circoncision. Et ils doivent surveiller aussi s'il y a des signes d'infection, s'il y a une infection. Comment on peut reconnaître? C'est-à-dire s'il y aura par exemple une rougeur, un œdème, une tuméfaction, une rougeur, il peut même faire la fièvre, le malade par exemple. Et là, ils doivent reconsulter par la suite. Donc ça, c'est durant les premières 24 heures. Autres complications qui peuvent se poser? Oui, il y aura d'autres complications. C'est-à-dire, les complications, quelles sont les complications? On peut avoir une hémorragie. Et on a reçu des malades, c'est-à-dire qui ont saigné et carrément qui ont nécessité une reprise de la circoncision pour assurer l'hémostase. D'ailleurs, l'hémostase, c'est un temps très important dans la circoncision. Il faut bien assurer l'hémostase. C'est-à-dire, il faut, après avoir coupé le prépuce, il faut stopper également le saignement. C'est important. Donc, il y aura le risque d'hémorragie qui parfois nécessite une reprise avec assurance de l'hémostase et voire même une transfusion. Il y a eu des cas où on a fait une transfusion sanguine après un saignement suite à une circoncision. On peut avoir le problème de l'infection et là le malade, c'est-à-dire il doit être, on doit faire des soins pour ce malade et on doit le mettre sous antibiotiques pour traiter l'infection. Il y a aussi le problème, c'est-à-dire de circoncision, c'est-à-dire si insuffisante, si on coupe insuffisamment le prépuce. D'ailleurs, ces dernières années, on reprend de plus en plus les circoncisions par surplus de peau, c'est-à-dire on ne coupe pas suffisamment de peau, donc il y aura par la suite l'accolement de la peau sur le gland et on sera obligé de recouper encore. Donc c'est ça, globalement, c'est ça. Voilà, mais sinon, quel serait l'âge idéal pour la circoncision? Oui, c'est une question très importante, c'est-à-dire les parents, ils nous posent souvent cette question. C'est-à-dire l'âge idéal pour faire la circoncision, c'est les premiers mois de la vie, c'est-à-dire c'est chez le nourrisson. Avant 18 ans, c'est l'idéal. Pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que, c'est-à-dire, à cet âge-là, la sensibilité, elle est moindre chez l'enfant. C'est-à-dire, les récepteurs de la sensibilité, ils ne sont pas assez matures. Donc, l'enfant, il ne ressent pas la douleur intense. Quoique, chez certains nourrissons, on fait quand même l'anesthésie locale. Pas l'anesthésie générale, mais ça sera une anesthésie locale. Il y a la cicatrisation qui est plus rapide chez le nourrisson, surtout chez les nourrissons, c'est-à-dire chez les nourrissons, ils portent toujours la couche. Donc on aura c'est-à-dire l'effet antiseptique des urines. Donc ça aide beaucoup à la cicatrisation. Et aussi on a l'avantage c'est-à-dire de ne pas garder le traumatisme psychologique. Donc ils oublient très rapidement par rapport aux grands enfants. Voilà, en tout cas, merci beaucoup professeur pour toutes ces informations, pour toutes ces indications surtout. Donc mot d'ordre aujourd'hui, consultation et aller en milieu hospitalier. J'insiste sur ça, chirurgien et dans un milieu spécialisé. En tout cas, merci beaucoup professeur d'avoir été parmi nous. Je rappelle professeur Iman Boumsaad, vous êtes chef d'unité des urgences chirurgicales au niveau du CHU Nafissa Hamoud. En tout cas, merci. Merci, je vous remercie énormément pour l'invitation et merci beaucoup et on continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de Hammam El-Oued pour découvrir le fromage donc dans cette région et c'est un sujet donc de Naïm Al-Walish et on se retrouve juste après. Région rurale par excellence, à Hammam El-Oued, le retour aux sources est visible et semble s'exprimer à travers des boulevards entiers dédiés aux fromages artisanaux. Tout a commencé ici, dans cette boutique, avec un fromage ancestral qu'on nomme humblement Djben. Mais pas que, parce que goûts et textures pullulent chez ces artisans dont le savoir-faire s'apprend ou s'hérite. La boutique que vous voyez là est la plus ancienne fromagerie à Hammam El-Oued. Ça appartenait à mon oncle Moussa, que Dieu ait son âme, et nous avons perpétué ce savoir artisanal. On a commencé par des moyens dérisoires, on vendait du lait, du petit lait, du lait caillé. On est passé par la suite à la fabrication de toutes sortes de fromages selon la demande.
طلبت الزبائن تاعنا. هذه لابوراطاي للاكله تاعها هذه تجيب صوص بيستو طوماط سوريز هذه لا كلام فراش لداخل فوالا هي لابوراطاي وبنا excellent. Cette mozzarella est un produit très demandé pendant le mois sacré. Le premier fromage que nos aïeux fabriquaient, le voici. On le nomme djbel. Au départ, on le présentait sur une feuille de figuier parce qu'à l'origine, on l'obtenait avec du lait de figue. D'ici fin d'après-midi, vous n'allez trouver aucun fromage dans les présentoirs. Pendant Ramadan, ces fromages donnent tellement envie, c'est quelque chose de naturel et les gens prennent un peu de tout. Et les ventes de ces fromages artisanaux, pur lait de vache, de chèvre ou de brebis, explosent pendant ce mois sacré, si bien que plusieurs clients se déplacent de très loin pour des produits d'exception. Chaque Ramadan, je viens de Médéa jusqu'ici pour acheter quelques fromages. Ce qui me plaît dans ces produits, c'est qu'ils sont naturels, sans produits chimiques. En plus, il y a plusieurs goûts qu'on ne trouve pas dans les fromages industriels. On est de Boumordes. On vient souvent, de temps en temps, نشروا هذا الفرامج هذا تاع التراديسيونيل كاين تاع العشاب كاين تاع ليغو كاين اللي تروا فروماج كاين الكريير كاين تاع لي بلونت هذو سكي حاجه مليحه صحيه حاجه صحيه. Bien que la plupart des artisans proposent encore et toujours des produits ancestraux, il n'en demeure pas moins que leur gamme s'élargit au gré des formations qui leur sont prodiguées ici ou ailleurs pour se perfectionner dans un marché à la fois vierge et ouvert à de nouvelles compétences. Et voilà, c'est donc un reportage de Naïm Al-Walige qui s'est intéressé à cette diversité donc, de produits fromagers. Et c'est du côté donc de Hammam El-Ouali. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un événement très très intéressant. Un événement, donc c'est un défilé de charité qui est organisé par une association assez particulière parce que c'est une association qui est on va dire, géré par des jeunes entre 16 et 18 ans. Oui, vous l'auriez bien compris, 16 et 18 ans. Et deux représentantes sont parmi nous ce matin, et, à savoir donc la présidente de l'association caritative Interact, Maïline Idir. Bonjour Maïline. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça se passe bien? Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Rien que ça? Rien que ça. Rien que ça. Et Dalia Mouda, aussi vice-présidente de l'association Dalia. Bonjour. Bonjour. Et tu as quel âge, Dalia? J'ai 17 ans, bientôt 18. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âge, hein, finalement. Je m'accroche sur ça. En tout cas, Allah Ibarak. Vraiment, Allah Ibarak. Alors, j'imagine, Maïline, tu succèdes à ton frère, hein? Oui. N'est-ce pas? Parce qu'on l'a reçu il y a quelques temps. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, exactement. Je l'avais reçu il y a 2 ans. C'est d'ailleurs l'édition du défilé. Voilà. Ça y est, maintenant, il a dépassé 18 ans. Hein. Il ne fait plus partie de l'association. Bon. Hein. C'est la relève. Voilà, donc 18 ans et plus, l'âge adulte. C'est plus l'interact. Nous, on ne va même pas négocier. Hein, déjà 18 ans et plus, on n'accepte pas, alors nous, on n'a pas intérêt à négocier. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà, vous êtes déjà à la 3e édition, mine de rien, n'est-ce pas? Alors cette année, un autre défilé, encore une fois, que vous allez organiser au profit des personnes nécessiteuses. Parlez-nous un petit peu de cette initiative. Le défilé, ça sera au Sheraton, Inch'Allah, le 14 mars, du coup c'est un samedi, et ça sera en collaboration avec la styliste Maison Meha. Donc elle nous prête des tenues avec les filles de l'Interact, elles s'entraînent à défiler, etc. C'est vraiment un moment de partage. Les filles de l'Interact, tu veux dire les adhérentes? Oui, les adhérentes de l'association. C'est elles qui vont défiler? Oui, comme ça on se partage. Donc vous allez défiler toutes les deux, j'imagine. Oui, bien sûr. Et du coup, oui, on a des collaborateurs, des sponsors, etc. qui nous aident, qui sont avec nous tout le long. Vraiment, c'est super. On essaye vraiment d'être professionnels au maximum. Et voilà. Alors Dalia, justement, vous êtes jeune, Mahibarek, donc moins de 18 ans, et vous avez toute une association, donc c'est une organisation en bonne et due forme, un travail quand même assez colossal hein, sur terrain, entre contacter les professionnels, avoir des sponsors, être accompagné. Vous travaillez comment sur terrain? Parlez-nous un peu de cette organisation, comment vous vous débrouillez.
Alors sur terrain, donc là par exemple pour le défilé, on est une association de 45 membres. Ouais, 45 membres. Tous investis les uns comme les autres. Et on se débrouille. On se débrouille avec les moyens du bord. On a toute une équipe qui travaille depuis maintenant 4 mois. Ouais, à partir de septembre. C'est ça, sur le défilé. Et on essaye un peu de se répartir les tâches. Ça veut dire qu'on n'est pas grand, mais de notre jeune âge, on fait comme on peut. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment une vraie cohésion, un vrai esprit d'équipe. Voilà. J'imagine que vous travaillez comme une véritable entreprise. Oui, on a une organisation entrepreneuriale. On a un trésorier. Franchement, on essaye d'être le plus professionnel possible pour être organisé et qu'il y ait moins de... Bah oui, si vous êtes arrivé à la 3e édition, c'est qu'il y a quand même un contrat de confiance qui a été bâti durant toutes ces éditions. Là, nous sommes en train de découvrir les photos des anciennes éditions, justement. Alors, quelle serait la particularité de cette année ? Alors cette année, on essaie toujours d'essayer de faire les choses plus grandes pour récolter encore plus de fonds pour nos actions caritatives, parce que dans l'année, on n'a que 2 entre guillemets événements pour récolter ces fonds. Comme ça, on fait des actions comme on achète des jouets pour les enfants. On a récolté des habits récemment pour faire des donations. Pendant Ramadan, là, on va faire à manger pour des hôpitaux. On essaie vraiment de récolter à fond pour essayer vraiment de faire le plus de bien autour de nous. Alors justement, toutes ces personnes qui sont dans le besoin, vous allez vers eux, vous distribuez justement tous ces dons. Vous les connaissez, ces personnes? Vous faites comment pour les identifier, pour les connaître, pour vous rapprocher d'eux? Alors par exemple pour Hiver au chaud, qui est une de nos actions caritatives où on récolte des habits pour donner aux familles dans le besoin. Alors là, on essaye de faire comme on connaît. Si on connaît par exemple des familles qui n'ont pas trop les moyens, etc., on essaye de chercher et de leur donner. Sinon, on demande à d'autres personnes qu'on connaît s'ils connaissent. En fait, c'est du bouche à oreille souvent. Ou bien pour Ramadan Charity, là par contre, c'est pas vraiment du bouche à oreille. On essaye de voir vraiment les personnes les plus démunies pour pouvoir leur donner le nécessaire. Les accompagner durant ce mois. Et ben bravo encore une fois pour tout ce que vous faites. On rappelle l'événement, ce sera le 14 mars, Inch'Allah. Les billets toujours en vente? Oui, toujours en vente. Alors on rappelle que toutes les ventes donc seront versées au profit des personnes nécessiteuses. Très très belle photo, très belle participante, très jolie fille, Laïbel. Voilà, et bravo encore une fois pour tout ce que vous faites, Maïline et Dalia. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de Amina Ziri et de ses invités. Ça sera juste après cela. كبير وصغير يدومها علينا ويدومها عالغير رمضان جانا جاب معاه الخير يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران من الرحمن يمحي ذنوبنا ويقوي الإيمان رمضان جانا هدية من الرحمن يملي قلوبنا بالحب والخير والإحسان يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران
دار في كل مكان ريحة رمضان في كل دار في كل مكان نصلي ونسبح باسمك يا رحمن نصلي ونسبح باسمك يا رحمن يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران رمضان جانا جاب معاه الخير فرحة في كل دار الكل كبير وصغير يدومها علينا ويدومها عالغير رمضان جانا جاب معاه الخير يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران يا رمضان يا شهر الإيمان يا شهر الرحمة يا شهر الغفران يا شهر الغفران Et cette fois-ci, donc, nous recevons Mina Zeri qui vient toujours bien accompagnée. Mina, bonjour. Ma chérie, mon amie, صديقتي. Ah oui. Ah oui. Non, Louda, bonjour, ça va? Ça va très très bien. Et toi? Alhamdoulilah, j'ai beaucoup adoré la chanson جا رمضان وجاب معاه الخير وصح رمضان si vous avez remarqué يجيب معاه الخير ايامات الاولين كي نحسوا باللي رايح صح نحسوا باللي بدات حاجه تنقص حتى هذيك لا طابل هذيك اللي تكون منوره في لي بروميي جور بدات تنقص بدات تنقص في دي غاتو باسكو نبداو نقصوا في لا طابل ونبداو نزيدوا في لي غاتو exactement donc alhamdoulilah جاب معها الخير il a plu aujourd'hui dans les 4 coins du pays alhamdoulilah inchallah تجيب الصابه وان شاء الله الخير في بلادنا voilà donc très heureuse de retrouver toute l'équipe de Canal dans cet espace consacré à notre patrimoine culturel. J'ai l'honneur et on est très ravis de recevoir une grande dame, Madame Amina Abdelwahab, qui a passé plus de 30 ans dans le domaine, dans le monde de la médecine. Je voulais te dire, Amina, que Dr Abdelwahab, on ne la reçoit plus, elle est chez elle. C'est une habituée n'est-ce pas? de Canal. Voilà. Donc, comme on dit. Et elle a passé plus d'une trentaine d'années dans le domaine de la médecine et notamment dans le soutien et l'accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein. Malheureusement, cette maladie qui tue des millions de femmes dans le monde entier. Donc c'est une femme pleine de générosité et d'amour surtout pour son métier. Et elle est aussi une passionnée du patrimoine culturel, notamment de l'art culinaire. Madame Abdelwahab, مرحبا بك. بك مرحبا, صحة رمضانكم. Merci Nour Houda pour cette invitation. C'est vrai que je suis chez moi mais je suis obligée d'être invitée. ما نجيش بلا كما يقولوا العرضة بلا سنة المهبولي يدنا. دونك نجيكي تعرضوني. دونك نقول لك مرحبا بك وشرفتينا بحضورك تحبي كي نقولها لك لا غير. وي. Donc مرحبا بك et puisque c'est demain c'est le 8 mars, nous profitons de cette occasion pour lui rendre un hommage pour le travail magnifique qu'elle fait en ce moment. Et bien sûr, on termine en beauté avec une belle chanson de notre cher ami aussi ناصر بورنان اللي جاب لنا اغنيه وقال لي نهديها كاع الشعب الجزائري بمناسبه شهر رمضان. مرحبا بك. صحه سلامه واش راك ناصر؟ الله يسلمك. مرحبا بك. الحمد لله. يا اخي راك فرحان معنا. لا الحمد لله. خلوك تهضر كيما تحب على راحتك. راك مع نور الهدى وراك معنا. Donc voilà. Je tiens. Alors justement, Amina, on est très très bien accompagnés aujourd'hui. Alors, Dr Abdelwahab, je me rappelle l'avoir reçu une fois, Fermdan. Fermdan, oui, oui. Fermdan. Et on m'avait soufflé qu'elle était cordon bleu. Exactement. Elle m'avait soufflé qu'elle était cordon bleu et ce jour-là, on avait parlé de Mtouwem. Mtouwem. واش رايك؟ ما شاء الله. ما شاء الله. متوم على بالك المتوم نلقاوه في
كامل لي ميزون الجيريان النهار الاول تاع رمضان اكيد كامل هذوك حنا واش نقولوا نديروا نتوما باش يجي رمضان متول ونديروا الحمل حلو باش يجي رمضان حلو n'est-ce pas? Exactement. Et aujourd'hui, comme je disais, Madame Abdelwahab, comme elle est aussi une bonne cuisinière, c'est un cordon bleu, elle est là pour nous faire découvrir un plat traditionnel qui est très apprécié aussi dans les 4 coins du pays durant le mois de Ramadan, c'est Tajin Erkham. Ben, je vais être modeste en disant que je suis un petit cordon bleu. Je suis une passionnée de la cuisine, passionnée de sport, passionnée de cuisine. Et quand je rentre dans ma cuisine, je suis dans mon élément. Et je disais tout à l'heure aux invités tout à l'heure, je leur ai dit, ça y est, je parle beaucoup de cancer du sein, de maladies. Donc, puisque c'est devenu synonyme de... Voilà. Alors, Tajin Erkham, c'est un plat que ma maman préparait, le dief. C'est vrai que c'est un plat qui est très riche et on le préparait, le munasabat, c'est un plat festif, c'est un plat qui existe depuis le XVIe siècle. Yani machi jdid. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'oublier ce patrimoine, j'allais dire gastronomique. Donc, on est en train d'oublier nos anciens plats qui étaient, je ne vais pas dire healthy, mais je vais dire hyper protéiné. Ce plat, on le préparait pour les femmes qui venaient d'accoucher, donc pour qu'elles reprennent leur force. Donc, aide le plat, je peux donner un peu les ingrédients. Oui, bien sûr. Alors, on peut déjà dire que ce plat porte plusieurs noms. Donc, Tajin Erkham, Momo fi hjarmo, pour ne pas dire Mkefin fi hjarmo. Mais Momo fi hjarmo. Donc, c'est le bébé sur le giron de sa maman. Ça porte aussi le nom de Medgouk. Donc, il est le Medgouk parce que la viande hachée, en faisant référence à la viande hachée, donc il de Goa. Tajin Erkham, c'est par rapport à son aspect. C'est un aspect marbré. Et puis c'est du luxe. Quand on parle de marbre, on parle de luxe. Et il y a aussi un autre nom. C'est Tajin. Ça porte donc Tajin Dolmet el-Bayd. On l'appelle Tajin Erkham ou el-Medgouk chez moi. Donc je le connais. Et à travers ces noms, ce plat a changé selon, vous savez qu'on a une configuration géographique qui est très variée, qui est très riche, donc ça permet de diversifier les plats et de les changer. Il y a des petits changements. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les plats sont tellement revisités qu'on perd leur identité. C'est comme un visage refait, j'allais dire, un visage qui est passé par la chirurgie esthétique, on perd l'identité. Et bien pour nos plats, c'est la même chose. Je leur dis, si on doit revisiter un plat, il faut lui donner un autre nom. Voilà. Par exemple. Donc il y a des choses. Alors ce plat est constitué de viande, donc de la viande d'agneau. De la viande d'agneau ou du poulet, parce que quand on veut faire un peu des économies ou limiter les viandes rouges, donc poulet ou viande d'agneau, de la viande hachée et des œufs bouillis. Et c'est quoi? C'est un peu couvrir l'œuf avec de la viande hachée. Donc, bien sûr, il y a des oignons, il y a les épices. C'est avec une sauce blanche. Donc, c'est la sauce blanche basique. Parce que maintenant, on est en train de mettre des épices partout. On ne reconnaît plus les plats. Quand on... D'ailleurs, الناس القصبة يقول لك كانوا كي يجوزوا على الديار يشموا ريحة الشربة ويعرفوها بلي شربة، يشموا ريحة الثوم يعرفوا، دوكا ما نعرفوش les odeurs parce qu'on s'est mis à mélanger un peu. Alors là, c'est une sauce blanche basique avec des oignons, de la cannelle, du sel, du poivre et en général du poivre blanc parce que c'est une sauce blanche, donc on veut lui garder toute sa blancheur. Et donc cette sauce est préparée et on s'occupe de la viande hachée. Et la viande hachée, donc on l'assaisonne de la même manière que la sauce. Ensuite, on recouvre les œufs bouillis de cette... On leur donne la forme d'œuf. Parfois, on les coupe en 4 et on recouvre les quartiers. Mais sinon, moi, je le fais entier. Donc, l'œuf est entier. Ensuite, je le fais passer avec un peu de chapelure. On le fait passer dans une poêle avec de l'huile et du beurre. Et on le trempe dans la sauce. Et c'est très bon. C'est vrai que c'est un plat riche parce que les téléspectateurs vont dire oui, mais ça revient cher. Mais c'est un plat festif. C'est quand on est... ou alors... Je vous ai dit pour que l'accouchée, la femme qui a accouché, reprenne ses forces. Et on le dit toujours, c'est un ancien plat qui existe depuis
Depuis, je vous ai dit, le XVIe siècle. Donc il est bon, il est nutritif, il est plein de vitamines, il est bon, il est présentable aussi. Et puis il revient en force. Hein. Oui, oui. Hein? Nos plats reviennent en force, qui met tajin al-khour, qui met skaran taïh fidrouj. Et puis quand on entend ces appellations, oui, skaran taïh fidrouj, c'est quoi? Alors, j'ai jamais compris l'appellation de skaran taïh fidrouj. Tous les autres, j'arrive à trouver. Alors, je vous dis pourquoi. Parce qu'avant, la cuisine, c'était un moment de partage. Un moment de partage. Les femmes, par exemple, elles cuisinaient ensemble, surtout Ramadan ou l'Aras ou Koulish. Et donc, chacune donnait un nom. C'était humoristique. Donc, juste pour rigoler. Voilà. C'est en même temps, l'art culinaire, c'est en même temps de la gastronomie, c'est de la culture, c'est de l'humour. Donc, kul tajin medolo esm. Et c'est un peu ça qui fait la beauté du plat et l'histoire du plat. Alors, c'est de la viande qui est complètement éparpillée comme ça dans une sauce avec des légumes éparpillés. Donc, c'est maou, c'est voilà, donc. Elle cuisine très bien. نروح عند حسن. حسن مرحبا بك معنا وجيتنا بالجلابه تاع الجزائر تاع بلادنا نلقاوها في ولاد نايل نلقاوها عند الشاويه نلقاوها يعني تيبيكمون جيريان والجلابه هذه ما تلقايها في حتى دوله عربيه واحده اخرى مخدومه كاين اللي مخدومه بالوبر وكاين اللي مخدومه بالمنسوج منسوج اللي مخدوم في الديار بيان سور افيك هذاك الابداع لا كرياسيون دي فام في بلادنا. نروحوا للاغنيه تاعك نسمعوها احكي لنا شويه عليها. بون الانشاد دخلت على لاج دو 12 الله يبارك 12 سنه. شاركت في العديد من المناسبات مدرسيه جامعيه. نشدت مع المنشد العالمي احمد ابو خاطر الله يبارك ما شاء الله. يعني كنت كورال معه نشدنا في قاعه الاطلس. داكور. وجاتني ايدي يعني نكتب ونلحن ميم طون. داكور. وانت اللي كتبت الاغنيه تاعك ولحنتها؟ انا اللي كتبتها وانا اللي لحنتها. ما شاء الله. الحمد لله هذه موهبه عطاها لي ربي سبحانه. الحمد لله. وراني نسين نخدم البوم ان شاء الله. كان كل لاسوني داير زوج انشودات وان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله تكون تاريك الانطلاقه تاعك من بونجور دالجيري وعلاش لا باش توصل للنجاح ان شاء الله في الانشاد اليوم. وعندنا بزاف منشدين اللي راهم معروفين في العالم كامل وراهم يحصدوا في الجوائز ما شاء الله عليهم. دونك on va écouter un petit extrait de cette chanson. وقلت لي حبيت نهديها للشعب الجزائري بمناسبه رمضان الكريم. واش تقول لهم؟ نقول لهم صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. كل عام وحنا بخير كامل ان شاء الله. داكور نور تفضلي. رمضان يا خير شهر الله يا نفحة الإيمان بالبشر والتيجان والروح والريحان يا رحمة الرحمن بالعفو والغفران اكتب لنا الرضوان والفوز بالجنان. رمضان رمضان أهلا يا رمضان 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 سهلا يا رمضان 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 أهلا يا رمضان. يا طالب الريان أبشر من الرحمن في سيد الأزمان براحة الوجدان فيك ليلة
قدره من رحمة الرب. ما شاء الله يعطيك الصحة. نقول لك صوت مريح ما شاء الله. يعطيك الصحة. وانت اللي مريحة تاني. يعطيك الصحة حسن ومرحبا بك في كل وقت. راك كيما يقولوا شرفتنا اليوم بالحضور بتاعك. وغنية ما جمع رمضان نهدوها لكامل المشاهدين تاعنا واللي راهم يشوفوا فينا بيان سور الجالية تاعنا اللي راهم بعاد على البلاد بيان سور. دونك نور je voulais juste parler un petit peu du parcours de Madame Amina Abdelwahab. C'est une. Moi, ce que je trouve que son parcours, il est vraiment exemplaire pour toutes les femmes algériennes. C'est une femme qui a quand même. Mais je vais pas que rougir maintenant. Hein. Je vais quitter le plateau. Elle a concilié sa vie professionnelle et sa vie familiale. Elle a réussi vraiment à concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale. C'est une excellente maman et c'est une bonne maîtresse de maison. N'est-ce pas, Amina? Maintenant, on l'a Amina toujours parce que c'est une amie. Je ne vais pas te contredire. Ben, j'espère. Je pense que, en général, la femme algérienne est une excellente maman, une excellente épouse, une excellente maîtresse de maison. Donc, je suis pas exceptionnelle, mais je fais de mon mieux. C'est ma nature. J'essaie de performer dans tout ce que je fais. Si je sens que je vais rater quelque chose, je m'avance pas parce que j'ai peur de l'échec. Et je n'aime pas l'échec. Donc, quand on essaie de bien faire les choses, eh bien, on les réussit. Et je pense que la femme algérienne, et à l'occasion du 8 mars, je souhaite bonne fête, bien que moi, je suis contre le 8 mars spécialement. Moi, c'est toute l'année. Exactement. Que je considère que c'est la fête de la femme. Donc, il faut lui rendre hommage, il faut respecter toutes les femmes. Et Amina, je te rends l'appareil. C'est vrai que c'est à toi de parler de moi, mais moi je vais parler de toi aussi. Amina aussi, c'est une grande dame que je connais depuis des années. Et le point positif de Amina, ou alors j'allais dire la plus grande qualité d'Amina, c'est qu'à chaque fois qu'elle reçoit un invité, d'ailleurs je lui ai dit tout à l'heure, elle est belle quand tu commences à parler de moi, je me dis, ah, parce que franchement, c'est la vérité. Et puis elle fait un travail fabuleux concernant la sensibilisation pour le dépistage du cancer. Donc, vraiment bravo pour tout. C'est vrai que le docteur Abdelwahab, à chaque fois qu'on l'appelle, elle ne ménage aucun effort à venir, à sensibiliser, à éduquer, à faire passer les messages effectivement. Exactement. Et on ne peut pas la recevoir, bien sûr, sans parler de la sensibilisation. L'OMS a choisi le mois d'octobre, le mois rose, pour sensibiliser, pour faire la sensibilisation, pour accompagner les femmes. Mais dès qu'il termine le mois, on n'en parle plus. Vous ne pensez pas que mais le travail continue. Exactement. Le travail continue, on continue à sensibiliser, sauf que ce n'est pas aussi médiatisé. Et donc, on profite de l'occasion aujourd'hui justement pour toucher un mot entre deux plats, entre skarantayh fdroji et on dit aux femmes donc le sein, c'est le cancer du sein, c'est le premier cancer qui touche la femme, donc occupez-vous de votre santé et ne négligez pas. La cuisine c'est bien, mais il faut aussi s'occuper de sa santé. Le menu de ce soir, je pense que ça va être celui d'hier parce que j'ai fait justement tajin al-kham et au dert el-khour, c'était pour prendre wajid. Voilà. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Amina, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour Hassan. Toujours bien accompagné pour Madame Amina. Inch'Allah المرة الجاية كي تجي لعندنا نجيب الألبوم تاعك، تجيب لو كليب تاعك، نسبة باش هكذايا كامل لي زالجيريان يقدروا يسمعوا كامل الأناشيد تاعك إن شاء الله. En tout cas ربي يوفقك يعطيك الصحة حسن اللي جيتنا. Et merci beaucoup à docteur Abdelwahab encore une fois. Merci Nourlouda. Merci tout ce que tu fais. C'est toujours un plaisir. Amina, on se retrouve très bientôt. Inch'Allah ya Rabbi. Inch'Allah. Voilà. Merci يعطيكم الصحة encore une fois. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et on se retrouve dès demain à partir de 8h30. Au revoir. يا خير شهر الله يا نفحة الإيمان بالبشر والتيجان والروح والريحان
يا رحمة الرحمن بالعفو والغفران اكتب لنا الرضوان